David, première. Bagarreuse, bagarreur, bienvenue à la bagarre. Enfin, j'ai envie de dire enfin, on est au QG d'Infinity et David Pierre-Louis nous reçoit chez lui. Salut David, merci beaucoup. Avec grand Je plaisir. pense que c'est l'invité pour lequel on a plus bataillé d'avoir depuis la création de la bagarre. Parce que la bagarre, c'est un peu toi quand même. Ah ouais? C'est un peu ton inspiration. Hein. Voilà. Forcément. C'est bien la bagarre. Justement, on va parler de bagarre, on va parler des MMA, JJB. Est-ce qu'il y a besoin de te présenter encore, David? David, c'est pionnier du jiu-jitsu brésilien en France. Pas pionnier. Pas pionnier, parce que tu es la troisième génération. Ouais, je sais que voilà. Voilà. Ah, il y a des gens qui viennent avant et qui ont fait le travail avant moi. Ouais. Après, tu fais partie quand même des plus hauts gradés en ceinture noire. Tu es 4e degré en ceinture noire. Quand tu regardes la liste, vous êtes 10 dans les 4e et il y en a 3 en 5e degré. Donc c'est quand même remarquable. Donc on va parler un peu de toi. On va parler un peu du JJB, du MMA actuel. Mais pour commencer, donc on est chez toi, vraiment Infinity QG La Défense. Et ce qui frappe quand on rentre dans cette salle, donc il n'y a pas de portrait de Jigoro Kano, comme dans tous les tatamis. Il n'y a pas de portrait de toi, de Fabien ou de François. Mais il y a, je ne sais pas si on le voit, il y a plein de trophées et de coupes. Donc Infinity, est-ce que c'est accessible à tous? Est-ce que tout le monde peut venir s'entraîner chez Infinity? Oui, alors nous, à Infinity, le projet, c'est de faire en sorte de, diffuser notre façon de penser au sujet des arts martiaux. Tout le monde peut venir s'entraîner. Après, forcément, on a d'excellents professeurs qui font que ceux et celles qui veulent faire de la compétition peuvent performer. On est sur un modèle où on est sur de la compétition, on va dire, grand public, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont s'entraîner entre 4 et 7 fois par semaine et qui vont faire la compétition, qui vont avoir un bon niveau. Moi, quand je faisais de la compétition, j'avais 2 à 3 entraînements par jour. Il y a 7 jours dans la semaine. Le dimanche, je faisais un entraînement léger. Le samedi, je faisais 2 entraînements. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a la compétition telle que tu veux l'avoir avec un rendement hyper important et essayer de toucher le haut niveau. Et puis, tu as la compétition au niveau régional, au niveau national, aller dans certaines compétitions internationales. On a eu la chance d'avoir les championnats d'Europe. Et là, en jiu-jitsu brésilien, bien sûr. Et là, même 4-5 entraînements bien faits, et puis tu peux augmenter la cadence sur la phase de préparation. Oui, on est accessible à tout le monde, mais le haut niveau n'est pas fait pour tout le monde. Bien sûr. Après, on parle de jiu-jitsu brésilien, mais tu as aussi d'autres disciplines. Oui, on est surtout sur jiu-jitsu brésilien, MMA. Dans le jiu-jitsu brésilien, on a Guy Noguil où tu as livré, on a notre super représentant Fabien Brochetel. Et puis on développe également la boxe. Oui, lui aussi, cours de boxe. Donc intéressant, tout le monde peut s'inscrire. Oui. Tout le monde peut venir se faire étrangler. Oui. Venez vous faire étrangler. Pour une cotisation modique somme par mois. Non, mais c'est important de le préciser, parce que le QG de la Défense, c'est vraiment un peu l'aboutissement de toutes ces années de travail, de projet. On va revenir sur la genèse NCU, etc. Mais là, tu es vraiment chez toi. Ouais, ça change. Ça fait plaisir de se dire, tiens, j'ai les clés, je vais ouvrir, il n'y a personne qui va me mettre… de dire, faut sortir des douches. Ouais. Non, puis on nettoie 2 fois par jour. C'est vraiment bien. C'est beaucoup de boulot, par contre. C'est sûr, mais la satisfaction d'être chez toi, et là, il n'y a pas de prix, je pense. On va revenir un peu donc, sur ton parcours. Donc, on a déjà, pour ceux qui connaissent un peu David, il a pratiqué beaucoup d'arts martiaux dans sa jeunesse, mais bizarrement, il n'a pas commencé les sports avec les arts martiaux. Est-ce que tu peux nous parler de cette anecdote natation? Oh putain. Ah ouais? Bah oui. D'accord. Bon, c'est violent quand même. Oui. Rapidement. Je fais de la natation parce que il faut faire de la natation. Donc en Martinique. Surtout en Martinique, puisque l'eau est partout. Donc, compétition, c'est trop dur et j'ai abandonné. Tu as été en compétition, donc tes parents t'ont inscrit quand même. Et tu as fait de la compétition, quoi. Ouais, mais c'était trop dur. C'était trop dur, donc il se tourne vers. Et j'ai abandonné. Ouais.
J'ai lâché. Et j'ai toujours T'as considéré lâché que ou c'est ton corps qui a lâché? ah, j'avais pas envie. Je veux dire, Ouais. je me voyais, j'aurais eu du mal à gérer le fait d'arriver dernier ou avant-dernier. J'étais avant-dernier. Ouais. Ok. Je fais laisse tomber, ça vaut Donc, t'as pas vu le. que des fois, on est doué pour certaines choses et des fois, Non, on n'est mais pas doué. j'avais pas le, j'avais pas le. La C'est fibre l'état aquatique. d'esprit. Ouais, d'accord. J'étais pas compétiteur. Pour la natation. Non, pour rien. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de doué ou comme quelqu'un de travailleur? Travailleur. Les gens D'accord. doués, j'en ai vu, je suis pas doué. D'accord. Et est-ce que tu as vu des gens doués justement qui réussissaient pas? Oui, parce qu'ils étaient, comme ils étaient doués, ils travaillaient moins Ouais. et ils se faisaient rattraper par les gens qui avaient la frustration de ne pas aller aussi vite, qui en faisaient 2 fois plus et qui développaient une capacité à ne pas vouloir lâcher mentalement, psychologiquement, même affectivement. Donc, tu as la haine, mais tu as la hargne. Ouais. Et là, dès qu'on pouvait les attraper, ces gens-là, ou qui n'arrivaient pas à réussir sous la pression en compétition. C'est ça aussi. Tu as des très 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 bons performeurs à l'entraînement, mais Les la champions du pression monde, de la compétition. les champions du monde de l'entraînement, j'en ai vu au Comme Brésil. dirait Cédric Doumbé, j'en ai vu plein de champions du monde à la salle. Mais ils sont impressionnants. Certains, ils étaient impressionnants. Ils prenaient des compétiteurs mondiaux, ils jouaient avec eux. D'accord. Vraiment, littéralement. Ils arrivaient en compétition, ils passaient. S'ils passaient un tour, c'était bien. D'accord. Très frustrant pour eux. Ouais. Bon, on va un peu faire dans le désordre, mais je rebondis là-dessus justement sur l'accompagnement mental d'un combattant. Comment toi tu le travailles? Comment toi tu l'as expérimenté au plus jeune âge? Parce que tu as commencé la compétition en jiu-jitsu brésilien assez tôt en gi no gi. Tu n'es pas forcément accompagné. Du coup, comment tu retranscris ça aujourd'hui pour tes élèves que tu accompagnes? Et l'importance justement du mental. En fait, le mental, puisque c'est vrai qu'il y a, il y en a de plus en plus qui vont proposer différentes techniques, sophrologie, qui vont proposer de la visualisation, de l'hypnose. Ça, bon, je ne m'y connais pas particulièrement dans ces disciplines-là, mais pour que quelqu'un arrive à ne pas lâcher et accepter la pression, il faut proposer à cette personne une dose de pression régulière qui va évoluer au fur et à mesure, un petit peu plus, etc. Donc c'est vraiment faire monter le stimulus pour que cette personne s'habitue à travailler sous stress, que même quand les choses ont l'air d'être perdues ou sont perdues, que la personne ne panique pas, parce que paniquer ne va pas faire avancer les choses. Donc, ça passe par le fait de gérer sa respiration. Ça passe par le fait d'avoir des éléments sur lesquels tu peux avoir confiance qui sont techniques et physiques. Et cette gestion du stress, tu la crées à l'entraînement au fur et à mesure. D'accord. Donc, c'est vraiment repousser les limites petit à petit. Au fur et à mesure. Tu peux, on a tous la capacité de se faire très mal à un moment donné et de résister. Mais est-ce qu'on est capable de reproduire cette façon de faire? On cassera plus vite. Oui, parce qu'une fois que tu t'es fait mal, tu as l'appréhension aussi de dire tu as j'y retourne l'appréhension, pas. puis même il y a une réalité physiologique qui est celle que stop, ton corps te dit stop. Tu n'as plus envie. Est-ce que ça vaut le coup? Non, non. Donc tu fais monter au fur et à mesure et les gens se développent. Justement, toi, comment tu l'as géré cette pression sur les compétitions? Parce que tu n'avais pas toutes ces connaissances et tu n'étais pas forcément accompagné. Par l'échec, la frustration. Et puis, à un moment donné, moi, j'ai arrêté mes études de droit. J'ai arrêté mes études de droit. Je vivais avec ma compagne de l'époque dans une chambre de bonne. Quel est le choix que tu fais et qu'est-ce que tu veux? Alors, j'ai eu quand même la chance d'avoir François Laurent qui m'a accompagné, qui m'a fait relativiser, qui m'a orienté, qui m'a même entraîné sur des choses sur lesquelles
j'étais moins performant. Mais j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un. Je ne l'aurais pas fait seul. D'accord, donc François Laurent, c'est vraiment, il t'accompagne depuis le début, quoi. C'est la rencontre qui change un peu ta vie, quoi, au final. Oui, sur plein de choses, il m'a aidé énormément, et sur le fait même sur le fait de performer. Parce qu'il faut relativiser l'échec. Si tu prends l'échec comme quelque chose d'absolu, tu ne vas pas pouvoir te développer. Or, c'est simplement une marche supplémentaire vers l'accession à tes objectifs. Donc pour toi, l'échec est nécessaire quand même pour réussir, quoi. Il est utile, il est souvent nécessaire, mais oui, c'est exceptionnel la personne qui arrive et qui réussit tout de suite. Oui, bien sûr. Exceptionnel au sens littéral. Oui, oui. Ouais, vraiment. Il y en a, mais Mais souvent, on ne voit pas d'ailleurs tous les échecs qu'ils ont à l'entraînement. C'est ça. Beaucoup, on masque beaucoup, mais maintenant dans les carrières de combattants, j'ai l'impression qu'il faut avoir un palmarès vierge pour être reconnu. Et dès que tu as une défaite ou deux, ça entache ton palmarès, quoi. À l'image de Khabib qui a construit son palmarès voilà, comme si c'était… Lui, il est exceptionnel. Lui, il est exceptionnel. Mais c'est… il y a ce que le monde des personnes éduquées au combat savent, et puis il y a les autres. Ouais. Mais on ment un peu au public en se disant… on ment beaucoup au public. On ment beaucoup au public. C'est-à-dire que cette considération que si tu échoues, tu passes de stade de Dieu à sous-merde. Oui, alors que tu n'as qu'une défaite, tu as pu enchaîner 15 victoires d'affilée, tu prends un KO sur un truc comme ça, et t'es nul, t'es une merde, faut que tu changes de club, tu changes d'entraîneur, oui, mais faut que tu changes de sport. Je vous avais bien dit qu'il ne savait pas boxer. Il a mis 5 KO avant, mais vous avez bien dit qu'il ne savait pas boxer. Je vous l'avais dit. Ça fait… C'est terrible. Je vous l'avais dit. Ouais, mais forcément, le type, s'il combat, il s'expose au fait de perdre. Ça… Et c'est ça qui est dur dans les sports de combat, justement. Donc on va revenir sur un peu ton passé, ton parcours, vraiment très rapidement. Donc après cet échec de la natation. On n'a pas trouvé de photo ou de vidéo. Si quelqu'un a une photo ou une vidéo… Non, il n'y en a pas. Ça fait trop longtemps. Tu commences par divers sports de combat, donc judo, aikido, donc ceinture noire, capoeira… Oui, boxe, différentes boxes, voilà. arts martiaux vietnamiens, etc. Du pied-point, de la percussion. Et tu fais la rencontre du jiu-jitsu brésilien assez tard, donc à la fac, avec César Gomez. Là, c'est donc 2 chocs qui te font vraiment basculer vers le jiu-jitsu brésilien. Donc César Gomez qui te montre que finalement tout ton striking et tout ton bagage technique où tu te croyais super fort, il te soumet sur une clé de jambe, je crois. Ouais, c'était un de ses élèves, Gilbert, qui m'avait qui a dit viens essayer. Il me fait une amenée au sol, il me fait un dog bar. C'est quoi ça, ce truc-là? Puis en plus, il y a les cassettes de VHS de l'UFC 2. Et ça, c'est un trauma parce qu'en fait, tu passes de références comme Bruce Lee, Van Damme, Jackie Chan ou tous ces trucs-là à… Tu veux savoir ce que c'est la réalité? Il y a un mec en kimono qui pèse 80 kilos et qui soumet tout le monde. C'est quoi ce délire? Parce que même toutes les personnes qui vont dire oui, mais à l'époque, c'était arrangé, il choisissait ses adversaires. J'ai envie de te dire, ok, tu fais 85 kilos. Tu fais 85 kilos, on te met dans une cage avec un type qui fait 30 kilos de plus que toi et qui a de l'expérience dans les sports de combat, peu importe qu'il soit professionnel ou pas. Est-ce que tu as envie d'y aller? Tu sais que le niveau de risque et de danger est quand même au max, quoi. Le type, il fait plusieurs combats dans la soirée et il réédite le truc. Est-ce que toi, tu as envie d'y aller? Tu es entraîné, est-ce que toi, tu as envie d'y aller? Déjà en JJB, quand tu es en absolu, quand tu passes en absolu, tu te poses des questions alors que c'est les règles du JJB quand même et c'est ton sport. Non, et puis les règles, tu ne mets pas les doigts dans les yeux, tu ne frappes pas dans les parties et tu tiens pas les cheveux. Ah si, tu avais le droit de tenir les cheveux. Un kimo. Tu avais le droit. Non, il n'y a personne. Il y a quelque chose qui se passe dans la tête là. Non, on peut dire ce qu'on veut. Le type a été incroyable. Qu'on soit fan ou pas du bonhomme, faut pouvoir le faire. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Donc effectivement, gros choc pour c'est ceux qui rencontrent les premiers UFC à l'époque. Donc tu t'engages dans cette voie jiu-jitsu brésilien.
Et aussi, tu rencontres aussi Ricardo de la Riva, donc qui te prend un peu sous ton aile et que tu développes aussi son style plus tard quand tu arrives en France. Donc tu arrives en France, Cercle Tissier, Sankuno, et tu crées le NCU donc avec Flavio et François. Avec François, et j'ai demandé à Flavio, en fait comment ça s'est passé. Moi, j'étais prof au Cercle Tissier. Le premier expert brésilien que j'ai vu qui était en Martinique est Moacir Bocaomena, qui était un élève du maître Ricardo de la Riva. Faisait que j'avais une filiation qui était déjà historiquement sur de la Riva. Bon. J'arrive en France, je suis avec, sous l'autorité de Christian Derval au Cercle Tissier. Mon professeur, c'est Alain Agera. Alain Agera, que je considère toujours comme mon professeur français. Donc, j'apprends, je fais la compétition, je représente le cercle, ceinture bleue, ceinture violette, j'enseigne au dojo 5, etc. Et puis, il y a de la Riva qui passe en France, c'est Emmanuel Fernandez qui l'a invité. Je rencontre le maître enfin, et bon, il y a quelque chose qui se passe, et voilà. Et comme à l'époque, au cercle, en fait, on avait fini, on ne représentait plus Rickson Gracie. C'était quelque chose qui était ouvert, donc on cherchait à avoir plusieurs experts pour faire quelque chose de plus fédéral, on va dire. Bon, j'accepte de travailler avec lui, me pose la question, j'accepte. Ça a été un peu mal vécu, je comprends. Oui, en fait, une trahison. Oui, c'était pas. J'aurais pas dû faire les choses dans cet ordre-là. À un moment donné, je me retrouve en situation où il faut que j'assume. Mais la personne qui assume s'excuse aussi du fait que les choses n'ont pas été faites dans cet ordre-là, mais ne peut pas supporter qu'on lui crache à la figure. Ça, tu fais pas ça. Donc, je n'aurais pas dû le faire comme ça, mais ce que là, toi, tu es en train de faire, on va arrêter ça tout de suite. François me dit, mais moi, on crée une section au Sankuno. Je le rejoins. Donc, on développe le jiu-jitsu brésilien au Sankuno. Ça se passe très bien pendant un certain temps. Et puis, on décide, pour des raisons qui nous sont personnelles, de vision de l'organisation, de la discipline, des choses, afin de revenir dessus, qu'on va créer le NCU. Et j'étais assez régulièrement, déjà depuis l'époque du Cercle Tissier, avec Flavio qui lui représentait la lutte à livrer. Moi, il faut savoir que pour moi, le jiu-jitsu brésilien, dans mon esprit, c'est à la fois gi, no-gi et frappe sans frappe. Donc, pour moi, c'est ça le jiu-jitsu, c'est ça le combat, c'est du combat. L'approche complète, quoi. Ouais. Après, on peut se spécialiser dans telle ou telle chose, mais pour moi, c'est vraiment ça. Ça cadrait bien avec ta vision du jiu-jitsu, quoi, de s'associer à Flavio. Voilà. Et donc, je dis à Flavio et je dis à François, si on demandait à Flavio d'assurer la partie no-gi, moi, j'arrête d'enseigner le no-gi. Bon, voilà. Les choses se font, ça marche bien pendant un moment. Flavio, ensuite, a besoin d'autres horizons. Il dit, écoute, magnifique si tu as un projet de vie pour ta famille. Les détails, après, font qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur les choses. On split, OK. Fabien prend l'intérim. Et puis, du NCU, beaucoup de personnes pensaient qu'on était un club ouvert aux étudiants. Oui, aux étudiants, ouais, tout à fait. On fait un rebranding, en fait, et on crée Infinity. D'accord. Donc, pourquoi Infinity, alors ? Il a fallu qu'on se penche sur quelque chose, trouver un nom qui pouvait être intéressant. Alors, c'est pas le nom et c'est pas le logo le plus original qui soit, parce qu'entre les voitures, les bijoux, les salons de coiffure, mais le problème c'est que quand tu fais la recherche, tu vois pas tout ça, et c'est quand une fois que tu as dit c'est Infinity, là tu vois de Infinity partout, les bijoux, les tatouages, tu fais c'est pas possible ce truc. Mais qui a trouvé ce nom ?
Ah zut, c'est moi. C'est comme quand tu choisis le nom de ta fille et finalement tu te retrouves à j'ai bien trouvé avoir pour un ça. élève Moi, ça va. Mais j'ai bien trouvé, sauf le jour où ma fille naît et que j'ai un de mes élèves, bon copain, qui me dit, au fait, ma fille est née, elle s'appelle Aïna. Non. Ah ouais. Non, tu déconnes. Non. Surtout, ne pas le dire à ma femme. C'est ça. Pendant quelques années, tu vas m'oublier. Non, surtout ne pas le dire à ma femme. Donc ouais, Infinity voilà. pour le... Voilà, et puis donner une place à... Enfin, reconstruire, refaire les choses. On a eu Edouard qui rejoint, qui continue et qui nous a énormément aidé, qui a développé. À promouvoir un peu le club. Oui, qui a fait des tas de choses pour le club et qui continue. Donc, merci à lui. Donc, c'est... et puis, agrandir l'équipe. Oui, ça se développe effectivement très bien. Est-ce que tu voyais effectivement ce développement quand tu es arrivé de Martinique en métropole et dire... Est-ce que tu avais déjà cette vision de créer? Non, pas du tout. Non, c'était compétition. Oui, il fallait fallait rentabiliser le fait qu'à un moment donné, tu as du temps, il faut que tu sois productif. J'ai arrêté les études. Tu as une pression familiale, même si elle m'a soutenu, mais tu as quand même une pression familiale où, a priori, les codes ne sont pas ceux-là. Bien sûr. Arrêter les études pour faire du sport de combat, effectivement. Même s'il y a une certaine mentalité dans la famille qui est bon, assez ouverte. Non, fais ce que tu veux, mais il faut que ça soit... Non, mais bon, oui. Non, ça serait plutôt la mentalité, certains un peu la mentalité du major. Le major, en fait, c'est le type qui va représenter, entre guillemets, le non ou le point. D'accord. Et le samedi soir, tu parles pas au major comme tu parles. Bon, un type fort, quoi. Ouais. Bon. Puis tu as les femmes fortes aussi. Donc, tu as les majors. Donc, l'aspect combat est respecté, mais c'est clairement pas le... C'est quand même un pied de nez assez intéressant parce que, si vous l'avez noté, tu étais en fac de droit, tu arrêtes tes études de droit, et quelques années plus tard, tu vas créer Nanterre Club Universitaire à Nanterre, qui est une fac de droit, et que tu vas enseigner là-bas. C'est quand même assez savoureux comme revanche. C'est vrai que j'ai repris les études en plus pour être prof de PS à Nanterre. Avant de reprendre les études à Nanterre, j'étais déjà le club à Nanterre. Je suis en première année de STAPS là-bas. Je suis vacataire au SUAPS pour de la capoeira. Et puis après, j'ai fait autre chose. Mais ceux qui étaient avec moi, qui faisaient leurs études avec moi, ils trouvaient que... Il est bizarre ton profil. C'est ça, exactement. Il est bizarre ton profil. Et du coup, c'est grâce à François en plus que j'ai pu développer ça. Ce qui est marrant, c'est que dès que tu arrives en France, tu prends très vite ce rôle de coach. En fait. Alors, c'est quelque chose où tu es prédestiné, où les gens voient quelque chose en toi ou... Non, en fait, l'intérêt pour moi, c'était de pouvoir pratiquer ce que je voulais. D'accord. Et si tu ne trouves pas les choses que tu veux pour pratiquer ou si les conditions ne te conviennent pas, alors tu crées les conditions. Et François et moi, ça a toujours été ça. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait le projet Infinity comme celui-là, parce que on fait en sorte de créer des conditions qui nous conviennent, dans lesquelles nous, on se sent bien, et on essaie de faire partager à un certain nombre de personnes, et que ces personnes s'y retrouvent. Ça ne plaît pas à tout le monde, ça ne convient pas à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et je n'ai pas vocation à plaire à tout le monde. Mais oui, donc être entraîneur pour pouvoir aussi être dans des conditions qui me conviennent. Mais moi, la question, c'est d'où vient cette force de travail, cette détermination, en fait, parce que tu es tout seul et tu dois apprendre tout seul. C'est ça le... Ah ben j'ai appris tout seul. Disons que mon prof le plus important aura été... j'ai eu mes profs et puis la compétition aurait été vraiment quelque chose d'hyper formateur. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que je puisse
J'ai appris là où j'ai le plus appris, c'est avec la compétition. D'accord. Là où j'ai le plus appris, c'est avec la compétition. C'est la vérité, quoi, en gros. Tu triches pas. Et là, on est en juillet 2024. Est-ce que tu te souviens d'où tu étais il y a 9 ans? Donc, juillet 2015. J'étais, je pense que je devais être aux États-Unis. Exactement. Pour les championnats du monde IMAF à l'UFC Fight Week. Exactement. Et c'était extraordinaire. Avec, donc en tant que coach, en tant que référent, avec Shadow Ludo. Ouais, un super Shadow. Un petit coucou que j'ai rencontré. Un type en or. Très sympa. Effectivement, donc 2015, donc ça fait déjà 9 ans. Tu es reconnu, donc tu es coach, donc avec Shadow Ludo, David et donc Bertrand Amoussou, qui crée une équipe pour aller au championnat du monde. Ouais, qui a fait énormément pour réunir les conditions, pour trouver les sponsors, la logistique. Oui, avec Ghislain Brix, bon, ils ont fait un travail de fou. Hein. Pas assez reconnu à l'époque, mais... c'est reconnu à l'époque. Le MMA, on le rappelle, n'était pas encore légalisé en France. Enfin, tout le parcours qu'on connaît par la suite. Mais voilà, tu es connu pour le jiu-jitsu brésilien, Gui Nogi, mais tu es déjà reconnu il y a plus d'une dizaine d'années comme référence en coach de MMA. Et pourquoi on ne développe pas autant le MMA chez Infinity? On a fait un travail sur le MMA au NCU, où on avait une équipe amateur qui tournait bien sur les championnats IMAF, Europe, même on a eu des combattants aux Europes. Il y a eu, c'est quand même pas la chose que je préférais le plus, mais on allait souvent dans les événements de Hatch. J'ai eu quand même quelque chose qui m'a créé une première cassure, c'est le fait de perdre Arthur qui venait de remporter la ceinture Pancras et je lui ai dit bon là on l'a fait, on a réussi, je veux plus te voir, tu prends des vacances. Il prend les vacances, il disparaît. Ce qu'il arrive. Bon. Toujours dur à bien sûr. Ensuite, il y a eu le temps qui passe, les choses se font. Il y a le Covid qui passe. On perd une très très grosse partie de notre équipe amateur pour des salles qui restent ouvertes. Bon. En plus, avec la naissance de ma fille, j'étais un peu moins présent. Et puis là, on a relancé. On a Alexis Aboudjabi qui est d'une aide super précieuse. On a des coachs qui sont là, qui sont vraiment compétents. Du coup, alors on va parler vraiment plus MMA. Et comment tu adaptes justement les entraînements donc en tant que spécialiste du sol pour un combattant de MMA? Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu retires absolument? On voit Charles Oliveira, donc à l'UFC, qui aime beaucoup se mettre sur le dos, mais bon, après, vraiment, c'est des choses spécifiques. Comment sur quoi tu taxes, en fait, Pour moi, être sur le dos à MMA, c'est pour 90-95% des gens, c'est pas une bonne option. Je pense qu'il faut avoir un striking de qualité, où, en fait, moi, ce que je dis aux élèves, c'est frapper pour saisir, saisir pour frapper. Donc, c'est pas de la boxe. Il faut avoir une notion de la distance qui est différente. Les entrées, c'est pas non plus de la lutte. Donc, il faut vraiment faire attention à toutes ces choses-là. Je suis pour un développement du striking, de la lutte. D'accord. Donc, quand même, le striking, la lutte. Striking, lutte. Cage control, ground and pound. Et ensuite, le travail au sol doit se faire de façon épurée dans un premier temps, avoir les bases, les sorties, les contrôles basiques. Et après, une fois que tu te retrouves au sol et que tu es à l'aise, on peut aller dans le raffinement. Mais tu peux rajouter après. Mais quand tu prends une claque dans la face, tu es sur le dos.
Ça te fait bizarre. Faut avoir une grosse confiance en son JP. Le problème, c'est que ça ne va pas être juste une claque. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y en aura plusieurs, le point sera fermé. Le point, les coups de coude. Non, c'est pas la même chose. Donc tu peux être excellent au sol et ne pas réussir en MMA. Il y en a beaucoup d'exemples qui étaient très Moi, j'ai pas percé particulièrement en MMA. En tant que compétiteur. Ça t'a tenté à un moment donné, le MMA? Oui. Bah, il aurait fallu que je commence plus tôt et que je fasse plus, mais c'est compliqué d'arriver à développer autant le jiu-jitsu, gi no gi, et puis ensuite, c'était pas. Parce que on sait que tu as été, on peut dire, prof de Grégory Bouchelaghem, qui a lui basculé, il est ceinture noire de JB, mais qui a aussi fait sa grosse carrière en MMA. C'est toi qui le coachais, même en plus à l'époque. Oui, alors, Grégory, on a écumé quand même pas mal de camps en Europe sur les compétitions en gi, en no-gi. C'était vraiment cool. En plus, c'est un peu un fou, il est génial sur ça. Non, et puis il a tout de suite été très performant. Il sortait du karaté où il a eu de bons résultats aussi, donc le striking, il connaissait. Puis à un moment donné, quand s'est reposé la question, savoir comment faire pour aller sur le MMA, comme je fréquentais pas mal Cyril Diabaté à l'époque, il a été orienté, je l'ai orienté, il fréquentait déjà Cyril. Il y avait Zaviev Papokam, Greg Baben, l'équipe. La grosse snake team de l'époque où ça performait. Grosse snake team. Il venait régulièrement au Sankuno à l'époque, le samedi, tous les samedis, on se faisait des bagarres. C'était vraiment. On s'amusait bien. Eux, la bagarre, tu vois, pour le coup, eux, ils aiment ça et ça nous allait bien. Donc, Grégory a rejoint un snake team. Il a commencé à bien percer dans la compétition. Mark Ware, à l'époque, qui avait fait le KO le plus rapide à l'UFC, il le prend en Angleterre devant son public, il le soumet. C'est le Cage Warrior. C'est le Cage Warrior. Et puis il a affronté des noms. Son combat contre Paolo Filho au Japon, oui. Les gens disent « Ouais, mais bon, il s'est fait dominer ». C'était Paolo Filho à l'époque. Attends, excuse-moi, tu me prends n'importe quel type hyper dominant actuel qui soumet tout le monde. Ben, Paolo Filho, c'est ce gars-là actuellement à l'UFC. Il était intouchable, le type. Il défonçait tout le monde. Eh ben, excuse-moi, on a même vu Paolo qui à un moment donné fait... Il est balèze le gars en face. Il est chiant, ce type. Oui, il est chiant. Mais surtout, il est fort. Et puis gros mental, tout ça. C'était. Justement, là, si on parle de MMA, faisant la transition MMA Jiu-Jitsu, on voit les nouveaux phénomènes. Alors, je pense un peu au frère Ruotolo, qui arrive à vraiment faire une bonne transition. C'est des prodiges, on peut dire des prodiges du sol, et qui arrivent justement à faire cette transition MMA et qui arrivent à performer. Alors, il a fait un combat. Il a réussi sa transition. Je ne dis pas qu'il ne va pas réussir complètement, mais des types qui ont réussi une transition avec le... C'est devenu un vrai métier. Le matchmaking, c'est quelque chose de phénoménal. Tu trouves la bonne personne, tu te dis ça peut être un combat intéressant pour toi, à la fois pour ton évolution et pour ton style. Et les gars, ils ont un style où ils font tomber et ils dominent dessus. Ils peuvent combattre à la fois dessus et sur le dos. Donc, ils y vont et ils réussissent. Il a réussi celui-là. Il faut voir après comment les choses... Mais c'est quelque chose qui va se construire au fur et à mesure. Donc, tu penses que c'est beaucoup une opposition de style et un style qui te convient ou pas sur ta carrière. Oui, opposition de style. Et puis après, gravir les échelons et le fait de pouvoir... ensuite s'adapter à tous les autres styles, mais d'abord, quel style te convient? Justement, en parlant de style, j'aimerais bien parler du cas Cyril Gane. Il est extraordinaire, ce type. Extraordinaire, excellent striking, et on l'attaque beaucoup sur son sol. Son sol, donc, tu disais, c'est surtout beaucoup de lutte, et après un peu de sol, et avoir les bases en sol. Est-ce que c'est vraiment ce qui lui manque
Ou comment tu vois en fait ce qui lui manque pour être dominant? Ouais. Bon, très bien. Ton but, c'est de gagner ou c'est de faire du sol? Ah non, c'est de gagner, Bon, bien sûr. est-ce qu'il peut progresser au sol? Oui, on peut tous progresser au sol, mais oui. Je rentre dans la cage. Le gars, il est lutteur, il me jette sur le cul. Il est spécialiste du truc, il est combattant professionnel, il est fort en MMA. Moi, je ne suis pas spécialiste du sol. Est-ce que je vais utiliser le sol pour survivre si je suis arrivé au sol? Oui, très bien. Est-ce que je peux me faire défoncer? Oui, mais quelle est la probabilité que je me fasse défoncer sur quelque chose sur lequel je ne suis pas fort et que eux vont vouloir exploiter? Bien sûr. Est-ce que je vais me mettre au sol pour faire plaisir au type qui est sur son canapé en train de bouffer ses chips et boire sa bière pour lui dire « T'as vu? Tu disais que je devais travailler le sol, ben, je t'ai écouté, je suis au sol. » Ah merde. Donc non. Est-ce qu'il peut travailler le sol? Oui. Est-ce qu'il doit travailler en fait? C'est ça Est-ce qu'il doit travailler le sol? Ouais. Ben, moi, je vais te dire un truc, je pense qu'il doit faire ce qu'il fait. Je ne me mêle pas de sa vie. Tu vois ce que je veux te dire? Je ne me mêle pas de sa vie. Est-ce que le sol est son point fort? Non. Est-ce que la lutte est son point fort? Non. Par contre, il a quelque chose qui est de l'ordre de la vitesse, de la mobilité, du coup d'œil, du timing, qui sont juste incroyables. Est-ce qu'avec ça, il peut faire la différence? Oui. Est-ce que moi, j'ai déjà vu sur des mises de gants en préparation? Oui. Est-ce qu'il est capable de se relever et de faire des choses au sol, même en no-gi pur? Oui. Est-ce que c'est une quiche au sol? Clairement non. D'accord. Clairement non. Bah, est-ce que maintenant, je vais te dire, il y a un aspect psychologique au combat qui est primordial. Ce n'est pas ta spécialité. Tu tombes sur un type qui est déterminé à te détruire. Est-ce que tu vas accepter d'aller au sol pour te prouver quelque chose ou pour prouver aux autres quelque chose? Ça serait la chose la plus stupide qui soit. Et ces analyses orientées sur le fait qu'il devrait faire ce qu'il devrait faire ça, est-ce qu'il doit travailler au sol? Oui. Est-ce qu'il doit travailler sa lutte? Oui. Mais est-ce qu'il doit travailler son striking aussi? Oui. Est-ce qu'il doit tout travailler? Bien sûr. Est-ce qu'il doit mettre l'accent sur quelque chose? C'est du combat professionnel. On sait qui est ton adversaire, donc tu établis le plan pour le battre. Tu réussis, tu échoues. Il y a des choix qui sont faits. Mais parler en termes génériques, il doit faire ci, il doit faire ça, ça ne vaut que s'il y a une répétition d'un schéma où tu perds et c'est toujours de la même façon. Et pour l'instant, oui, ça peut être le cas. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Il combat Ngannou, il perd, il a une tentative malheureuse, un truc qui fait qu'il se fait jeter. Bon, Ngannou, c'est un phénomène. Il n'a pas perdu contre Joe qui sort de 3 mois d'entraînement intensif. Il se fait défoncer par John Jones. Ok. John Jones a déjà eu des combats, on se disait, bon, quand même contre, comment il s'appelle ce grand blond là, où sur le premier combat on aurait pu lui donner Gustafsson, on aurait pu lui donner victoire à Gustafsson. Bon, il a eu des combats même contre Reyes. Oui, mais c'était. Et je pense que si à l'époque il y avait un Reyes contre Gane, il gagne le bas 20 fois. Bon, John Jones, bon, ok. Mais qui a battu John Jones? Ah ouais, d'accord. Qui a battu John Jones? John Jones a battu John Jones. Il s'est fait disqualifier. John Jones se bat lui-même. Tout seul. Mais qui a battu John Jones? C'est-à-dire, le type Gane s'est fait défoncer par John Jones. Merde. Mauvais match-up pour lui. Mauvaise situation, mauvaise... Ok, la merde, ça arrive. Ok. Mais franchement, qui a battu John Jones? Parce que être derrière son truc et dire je vous l'avais dit que c'était une merde, ce type. Quand même, le niveau d'analyse est exceptionnel. Là, à un moment donné, les gens devraient se dire j'étais fort sur ce coup-là. Je pense que je peux avoir l'Oscar de la meilleure analyse qui soit. Il n'y a personne qui a battu John Jones. Il est arrivé super vite à l'UFC. Il a fait ceinture intérimaire. Il est toujours dans le top 2. Et top 2, tu as le champion, le 1 et le 2. Il est juste, je veux dire, enfin, il est exceptionnel. Tout le monde peut s'accorder dessus.
Mais c'est tellement facile et c'est tellement excitant de dire que telle personne est une merde. Il fait 10 combats, il gagne ses 10 combats, il a une défaite. Tu auras toujours un millier de personnes pour dire « je vous l'avais bien dit ». Oui, bien sûr. Ouais. Et en plus, ça, c'est exacerbé, je pense, avec les réseaux sociaux. Maintenant, Dernière question, parce qu'on a vraiment dépassé le temps. Il va falloir qu'on revienne. On le savait de toute façon qu'une heure, c'était pas assez. Il faut revenir. Ouais. Justement, ce phénomène réseaux sociaux, haters, là, je pense que vous avez un succès quand même avec Infinity, d'être regardé, et du coup, ça amène de la convoitise, de la jalousie. Oui. Beaucoup de jalousie. Il y a eu du dénigrement sur les réseaux, etc., ouais. de ta personne, d'Infinity, de François Laurent. Comment tu gères ça aujourd'hui, à cette époque-là, en 2 mots, et après on... Sur certains niveaux, tu parles avec les gens. C'est-à-dire que par rapport à la problématique avec François, moi, je n'étais pas d'accord avec les arguments qui étaient avancés. Je les trouvais qu'ils n'étaient pas justes. Donc, je suis allé voir ces personnes-là et je leur ai dit, mais tu es une personne intelligente, je considère que je peux discuter avec toi. Là, quand même, sur ça, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Parlons-en, s'il te plaît. Ouais. Je suis allé discuter. Oui, il faut discuter. Bien. Oui, il faut regarder les gens dans les yeux, il faut discuter avec eux. Je ne comprends pas. Dis-moi, parle-moi. Là, je trouve que c'est pas juste. Mon petit cœur est brisé, je suis sensible. On discute. Ok. Et puis les personnes en face sont des personnes qui sont. Ce sont des personnes qui sont intelligentes. Tu vois ce que je veux te dire? Ce sont des personnes que je respecte. Je n'étais pas d'accord avec leur avis. Je leur ai expliqué mon opinion, mon point de vue. J'ai réfléchi, c'est-à-dire que c'était pas juste une logorée verbale. Parce que les gens disent j'ai un avis, donc je le donne, j'ai le droit de le donner. Non, mais tu as chié dans ta tête, c'est sorti par ta bouche. Ça s'appelle pas ça un avis, ça s'appelle pas ça de la réflexion. Ce que tu as fait là, non. Alors, avec ces gens-là, je ne dis pas que ces gens-là ont fait ça, mais je leur ai dit explique-moi parce que là je ne comprends pas et on est dans un petit monde, on se côtoie, ben justement, tu vois, on se croise. Parle-moi, explique-moi, expliquez-moi, puisque j'avais expliquez-moi. Et ils m'ont expliqué. Et on a vu que peut-être que mon positionnement était un peu trop, que leur positionnement était un peu trop. Ce sont des gens intelligents, ce sont des gens compétents, ce sont des gens sympathiques. Donc voilà. Après, pour la problématique qui a été posée directement contre moi juste avant les championnats de France en juin. Dénigrement, discrimination. Voilà, exactement. Ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est la police qui gère ça. D'accord, c'est vraiment été plus loin. Ouais, ça, c'est la police qui gère ça. Et puis les personnes qui se sont dit, ben, tiens, si on pouvait diffuser un peu plus, parce que, un, ça nous fait marrer, et deux, si ça peut le faire chier, ça va être bien. Ça, c'est la police qui gère ça. Qui est rien ou qui n'est pas rien, mais en tout cas, les gens ne doivent pas se dire qu'ils sont en pleine impunité. Oui, je ne vais pas régler les choses directement parce que je suis un légaliste. Je vais venir te voir, je vais te parler, je vais te regarder dans les yeux. Si tu vois l'étincelle dans mes yeux, on peut discuter, toi et moi, discutons. Et ça n'a rien à voir avec le fait que je faisais des sports de combat ou que j'ai été ci ou que j'ai été ça. Ça n'a strictement rien. Mais parlons. Parce que les choses sont toujours différentes lorsque tu prends les gens en tête à tête. Ouais. Par contre, sur ce niveau-là, c'est la police qui gère ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Infinity pour la suite? Moi, je souhaite que le système réussisse parce que moi, j'essaie de construire quelque chose. François essaie de construire quelque chose. Nous avons des gens qui nous aident à construire quelque chose. Et pour faire en sorte que ceux qui sont avec nous se sentent bien, se sentent respectés et deviennent compétents. Je n'ai pas vocation ni la prétention de former des champions du monde tous les 15 jours, même tous les ans. Et par contre, que les gens qui viennent méritent, que je mérite leur confiance et que je puisse les former du mieux que je peux. Et donc, c'est une vision, Infinity, c'est un projet, c'est une vision de développement des capacités de l'être humain via les sports de combat. Et la gestion des égos un peu aussi. Et la gestion des égos. Mais ça fait partie de la gestion du potentiel. Il faut de l'ego. Les gens qui disent non, pas d'ego, no ego. Non, excuse-moi. Chaque matin, la première chose que tu fais, c'est te regarder dans la glace. C'est déjà de l'ego. Donc,
Il faut un ego placé, développé, mais qui te serve à faire des choses positives pour toi, ta famille et ton entourage. C'est comme ça que François et moi, nous voyons les choses. Top. Merci beaucoup, David. Merci à toi. On suit Infinity, David Pierre-Louis, Fabien Brochetel, on l'a dit, François Laurent. Venez vous entraîner, c'est ouvert tout l'été, ou presque. La Défense, c'est ouvert juillet, août, 7 jours sur 7. Voilà, 7 jours sur 7 si vous voulez venir vous bagarrer, vous faire étrangler. C'est avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup, David. Merci à toi. Et à très bientôt parce qu'on va revenir. Avec grand plaisir. À bientôt.